Dans les rues calmes et poussiéreuses du village de Zuana, où les petites maisons se penchaient les unes sur les autres et où la vie était simple, vivait une jeune femme au grand cœur nommée Nabula. Elle était connue pour sa nature douce et son esprit altruiste. Elle avait grandi dans un foyer modeste, élevée par des parents qui lui avaient enseigné les valeurs de la gentillesse et de la patience. Lorsqu'elle épousa Omari, un homme riche et respecté, elle crut que sa vie serait remplie d'amour et de bonheur. Omari était un homme de grande influence dans le village, admiré pour sa réussite en affaires et son caractère fort. Nabula était impatiente de construire une vie avec lui, rêvant d'un foyer rempli de chaleur et de respect mutuel. Cependant, dès l'instant où Nabula entra dans la grande demeure d'Omari, elle réalisa que son parcours ne serait pas aussi joyeux qu'elle l'avait espéré. La mère d'Omari, Madaki, était une femme qui dirigeait la maisonnée d'une main de fer. Elle était connue pour sa langue acérée, son cœur de pierre et sa conviction inébranlable qu'aucune femme n'était assez bien pour son fils. Pour Madaki, les origines modestes de Nabula étaient une insulte, une tache sur la réputation de la famille. Elle méprisait l'idée qu'une simple fille de village puisse être l'épouse de son fils accompli. Déterminée à se débarrasser de Nabula, Madaki ne perdit pas de temps pour lui rendre la vie insupportable. Elle l'humiliait à chaque occasion, critiquant chacun de ses gestes, trouvant des défauts là où il n'y en avait pas. Si Nabula cuisinait, Madaki affirmait que la nourriture était insipide. Si elle nettoyait, Madaki signalait une invisible particule de poussière. Quoi que Nabula fît, ce n'était jamais assez. Pourtant, malgré toutes les insultes et la cruauté, Nabula resta patiente, croyant qu'avec le temps, sa gentillesse et son respect adouciraient le cœur de Madaki. Mais Madaki n'avait aucune intention de l'accepter un jour. Elle voyait Nabula non pas comme une belle fille, mais comme une intruse qu'il fallait chasser. La haine de Madaki pour Nabula ne fit que grandir avec le temps. Elle ne pouvait accepter que son fils ait épousé une femme d'origine modeste. Chaque fois qu'elle regardait Nabula, elle voyait quelqu'un d'indigne, quelqu'un qui ne méritait pas de faire partie de leur famille riche et respectée. Son ressentiment se transforma en action cruelle, et elle se donna pour mission de briser l'esprit de Nabula. Dès le réveil de Nabula le matin jusqu'à tard dans la nuit, Madaki s'assurait qu'elle n'ait jamais un moment de paix. Elle la forçait à faire toutes les tâches ménagères, bien qu'il y eût des serviteurs dans la maison. Pendant que les autres se reposaient, Nabula frottait les sols, lavait des piles de vêtements et cuisinait des repas élaborés pour toute la famille. Si elle commettait la moindre erreur, Madaki lui criait dessus, la traitant d'inutile et d'indigne d'être l'épouse d'Omari. Nabula n'avait même pas le droit de manger correctement. Madaki veillait à ce qu'elle soit toujours la dernière à manger, ne lui donnant que des restes à peine suffisants pour satisfaire sa faim. Certains jours, on ne lui donnait rien du tout, la forçant à se coucher le ventre vide, tandis que Madaki et les autres savouraient de riches repas. Malgré le traitement sévère, Nabula ne se plaignit jamais. Elle croyait que si elle continuait à faire preuve d'amour et de respect, Madaki finirait par l'accepter comme une fille. Elle s'accrochait à l'espoir qu'avec le temps, les choses changeraient, et qu'elle serait enfin accueillie comme un véritable membre de la famille. Mais Madaki n'avait aucune intention de changer. Au contraire, sa cruauté ne fit qu'empirer, comme si elle voulait pousser Nabula jusqu'à la rupture. Un soir, après une longue journée de corvée sans fin, Nabula était dans la cuisine en train de préparer le dîner, lorsque Madaki entra en trombe avec une expression furieuse. Dans ses mains, elle tenait une petite bourse contenant des pièces manquantes du magasin familial. Elle l'agita devant le visage de Nabula, sa voix tranchante d'accusation. « Tu es une voleuse » cria Madaki. « Je savais depuis le début qu'une fille comme toi apporterait la honte à cette famille. Comment oses-tu nous voler ?» Les yeux de Nabula s'écarquillèrent de choc. Elle n'avait jamais rien volé de sa vie. « Je le jure, maman Madaki, je n'ai rien pris » plaida-t-elle, la voix tremblante. « Je ne ferai jamais une chose pareille. » Mais Madaki n'était pas intéressée par la vérité. Elle avait pris sa décision et voulait punir Nabula de la pire des manières. Elle attrapa Nabula par le bras et la traîna vers le grand feu de cuisson au centre de la cuisine. Les flammes vacillaient sauvagement, leur chaleur faisant picoter la peau de Nabula de peur. « Si tu es innocente, » dit Madaki avec un sourire cruel, « alors mets tes mains sur le feu. Que les dieux te jugent. » Nabula eut un hoquet de surprise, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un arrêterait cette folie, mais les serviteurs n'osèrent pas intervenir. Ils baissèrent la tête, craignant la colère de Madaki. Sans personne pour la défendre, Nabula n'eut pas le choix. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle étendait lentement ses mains au-dessus du feu.
Dès l'instant où sa peau rencontra la chaleur, une douleur insupportable lui traversa les bras. Elle se mordit les lèvres pour ne pas crier, mais la douleur était trop forte à supporter. Ses mains brûlèrent, la chair se boursouflant et rougissant tandis que Madaki regardait avec satisfaction. Quelques instants plus tard, Madaki retira brusquement les bras de Nabula du feu. « Ça devrait te servir de leçon, ricana-t-elle. Maintenant, voyons comment tu vas travailler avec ses mains. » Quand Omari rentra chez lui ce soir-là, Madaki déforma l'histoire à son avantage. « Ta femme est négligente, lui dit-elle. Elle s'est brûlée en cuisinant, et maintenant elle ne peut même plus faire les simples tâches ménagères. » Omari, faisant confiance à sa mère, crut chaque mot. Au lieu de réconforter Nabula, il la gronda pour son imprudence. Nabula resta au lit cette nuit-là, les mains enveloppées de tissu, lancinante de douleur. Elle savait qu'elle ne pourrait plus travailler comme avant, et cela ne signifiait qu'une chose, Madaki aurait encore plus de raison de la mépriser. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était l'aveuglement d'Omari face à sa souffrance. Elle avait toujours cru qu'il la protégerait, mais maintenant elle se sentait plus seule que jamais. Au fil des jours, les mains brûlées de Nabula guérirent lentement, mais les cicatrices restèrent, tant sur sa peau que dans son cœur. Elle peinait à accomplir les tâches les plus simples, et Madaki saisissait chaque occasion pour lui rappeler son inutilité. « Regarde-toi » disait Madaki avec un rire moqueur. « Tu ne peux même pas tenir un balai correctement. Quel genre d'épouse es-tu » Omari, qui avait autrefois montré de la gentillesse à Nabula, commença à devenir distant. Madaki lui murmurait chaque jour des paroles empoisonnées à l'oreille. « Depuis que tu as épousé cette femme, notre foyer n'a connu que des ennuis, lui disait-elle. Elle est maudite, Omari. D'abord, elle se brûle, et maintenant elle ne peut même plus s'occuper de ses devoirs. Si tu la gardes, elle ruinera ton nom. » Au début, Omari hésita. Au fond de lui, il savait que Nabula était bonne et douce, mais les mots de sa mère étaient comme un poison lent, s'infiltrant dans ses pensées. Bientôt, il commença à voir Nabula non pas comme l'épouse aimante qu'il avait épousée, mais comme un fardeau. Il cessa de lui parler, la regardant à peine à son retour à la maison. Nabula sentit le changement, et cela l'anéantit. L'homme à qui elle avait donné son cœur s'éloignait, et elle ne pouvait rien y faire. Un jour, Madaki convoqua une réunion des anciens de la famille. Devant tout le monde, elle déclara que Nabula avait apporté le malheur au foyer. Elle affirma qu'Omari méritait une meilleure épouse, une qui apporterait la prospérité, pas la honte. Sans donner à Nabula la chance de se défendre, Madaki annonça qu'Omari prendrait une nouvelle épouse, Selima, la fille d'un riche marchand. Le cœur de Nabula se brisa à cette nouvelle. Selima était belle et venait d'une famille puissante. Il était clair que Madaki avait tout planifié depuis le début. Omari, debout à côté de sa mère, ne s'y opposa pas. Il baissa simplement la tête, refusant de se battre pour la femme qui avait été sa partenaire. Madaki ne permit même pas à Nabula de rassembler ses affaires. « Quitte cette maison maintenant » ordonna-t-elle froidement. « Tu n'es plus la bienvenue ici. » Des larmes coulaient sur le visage de Nabula alors qu'elle sortait de la maison qu'elle avait cru être la sienne pour toujours. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de nourriture, pas de famille vers qui se tourner. Elle erra sans but dans le village, le cœur lourd de chagrin. Alors que les portes de la maison d'Omari se refermaient derrière elle, elle réalisa qu'elle était vraiment seule. Nabula erra dans les rues du village, ses pieds traînant de fatigue. Le soleil s'était couché et l'air de la nuit était froid contre sa peau. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Elle marcha jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus la porter, s'effondrant finalement près de la rive du fleuve. Elle resta là, faible et vaincue, son corps tremblant de faim et de douleur. Le matin vint, et le doux bruit de l'eau qui coule emplit l'air. Un vieil homme bienveillant, l'ancien Mikasa, passait par là avec son âne, transportant des fagots d'herbes médicinales. Il remarqua une silhouette allongée près du fleuve, immobile. Inquiet, il se précipita et s'agenouilla à côté de Nabula. Son visage était pâle, ses mains encore marquées par les brûlures, ses yeux s'entr'ouvrirent, à peine capables de se concentrer sur l'homme devant elle. « Tu n'es pas destiné à mourir ici, mon enfant, » dit doucement Mikasa. Il la souleva sur son âne et l'emmena avec lui dans son village, un lieu paisible niché entre les collines. Dans la maison de Mikasa, Nabula reçut de la nourriture, de l'eau et un endroit chaud pour se reposer. Le vieux guérisseur traita soigneusement ses blessures, appliquant des onguents spéciaux à base de plantes qui apaisèrent ses cicatrices. Chaque jour, il venait la voir,
lui parlant doucement, l'encourageant à retrouver ses forces. Lentement, son corps commença à guérir, mais la douleur dans son cœur demeurait. Voyant sa tristesse, Mikasa décida d'enseigner à Nabula l'art de la guérison. La douleur nous apprend la valeur de la gentillesse, lui dit-il. Tu as souffert, mais maintenant tu peux utiliser ta douleur pour aider les autres. Au début, Nabula douta d'elle-même. Elle n'avait jamais rien appris d'autre que les tâches ménagères, et elle craignait de ne pas être assez forte. Mais Mikasa fut patient, la guidant pas à pas. Il lui montra comment mélanger les herbes, comment faire des baumes de guérison et comment soigner les blessures. Avec le temps, Nabula découvrit qu'elle avait un don pour la guérison. Elle écoutait les histoires de ceux qui venaient chercher de l'aide, offrant non seulement des médicaments, mais aussi du réconfort. Au fil des ans, Nabula devint une guérisseuse respectée dans le village de Mikasa. Les gens admiraient sa sagesse et sa gentillesse. Elle ne se voyait plus comme la jeune fille sans défense qui avait été chassée. Elle était devenue une femme de force et de détermination. Les cicatrices sur ses mains restaient, mais elles ne lui apportaient plus la honte. Au contraire, elles lui rappelaient le chemin qu'elle avait parcouru. Nabula embrassa pleinement sa nouvelle vie dans le village de Mikasa. Chaque matin, elle se levait tôt pour cueillir des herbes dans la forêt, sélectionnant avec soin les feuilles et les racines qui pouvaient guérir les blessures et soigner les maladies. Elle apprit à les moudre en poudre, à les mélanger en potions et à préparer des baumes apaisants. Mais plus que son habileté, c'est sa gentillesse qui la rendait spéciale. Elle ne soignait pas seulement le corps, mais aussi le cœur, écoutant les problèmes des gens et offrant des paroles réconfortantes. Bientôt, des gens des villages voisins commencèrent à solliciter son aide. Des mères amenaient leurs enfants malades. Des fermiers venaient la voir pour des remèdes contre leurs maux de dos, et des anciens lui rendaient visite pour soulager leurs douleurs. La nouvelle se répandit rapidement sur la jeune guérisseuse aux mains marquées et au cœur d'or. Les gens disaient qu'elle était bénie des dieux, que son contact pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Un jour, des messagers arrivèrent de Zuana, le village même d'où Nabula avait été chassée. Ils portaient un message du roi lui-même. Le grand souverain de Zuana était tombé malade et aucun de ses guérisseurs n'avait pu trouver de remède. Son corps s'affaiblissait de jour en jour et la peur se propageait à travers le pays. Les gens chuchotaient que si le roi mourait, le royaume sombrerait dans le chaos. Les conseillers du roi avaient entendu parler d'une guérisseuse remarquable vivant dans le village de Mikasa. Ils avaient entendu comment elle guérissait les malades, comment elle apportait du réconfort à ceux qui souffraient. Désespéré, le roi l'envoya chercher, espérant quelle serait sa dernière chance. Lorsque Nabula entendit la convocation, son cœur se mit à battre. Zuana, l'endroit où elle avait souffert, l'endroit où on l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Maintenant, il la rappelait, non pas comme une mendiante, mais comme une guérisseuse. Pendant un instant, elle hésita. Devait-elle retourner à l'endroit qui lui avait causé tant de douleur? Mais elle se souvint des paroles de Mikasa. La douleur nous apprend la valeur de la gentillesse. Elle avait guéri tant de gens. C'était peut-être sa chance de guérir aussi le passé. Prenant une profonde inspiration, Nabula emballa ses herbes médicinales, les attacha soigneusement dans un tissu et se prépara pour le voyage. Elle retournerait à Zuana, non pas comme la faible jeune fille qu'ils avaient chassée, mais comme une femme de force et de sagesse. Le voyage de retour de Nabula à Zuana fut long, mais elle voyagea avec confiance. Le temps où elle était une jeune fille sans défense était révolu. Elle était maintenant une guérisseuse, une femme respectée par beaucoup. Elle ne craignait plus le village qu'il avait autrefois rejeté. Au contraire, elle était prête à y faire face la tête haute. Lorsqu'elle arriva aux portes du palais, les gardes la regardèrent avec curiosité. Ils s'attendaient à une guérisseuse puissante, pas à une femme vêtue de simples robes avec un sac d'herbe. Mais lorsque les conseillers royaux la virent, ils reconnurent immédiatement sa sagesse. Ils la conduisirent à l'intérieur, traversant les grandes salles où elle n'avait jamais rêvé d'entrer, jusqu'à ce qu'elle se tienne devant le roi. Le grand souverain de Zuana gisait faible sur son lit, le visage pâle, la respiration courte. Les guérisseurs du palais avaient tout essayé, mais rien n'avait fonctionné. Nabula s'agenouilla à côté de lui, touchant doucement son poignet pour sentir son pouls. Elle écouta attentivement, observant ses symptômes avec les connaissances qu'elle avait acquises auprès de l'ancien Mikasa. « Je peux le guérir », dit-elle avec certitude. La pièce devint silencieuse. Personne n'avait parlé avec une telle confiance auparavant. Elle travailla rapidement, préparant un mélange spécial d'herbes. Elle prépara une tisane amère, la pressant contre les lèvres du roi,
s'assurant qu'ils boivent chaque goutte. Elle massa des huiles de guérison sur sa peau, murmurant des paroles de réconfort pendant qu'elle travaillait. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle resta à ses côtés, veillant sur lui, s'assurant qu'il suive son traitement. Puis, le 4e matin, quelque chose de miraculeux se produisit. Le roi s'assit. Ses forces étaient revenues, et ses yeux, autrefois ternes et fatigués, brillaient maintenant de vie. Une vague de soulagement se propagea dans le palais. Les guérisseurs s'émerveillèrent de l'habileté de Nabula, et le roi, rempli de gratitude, se tint devant son peuple et déclara « Cette femme m'a sauvé la vie. À partir de ce jour, elle sera la guérisseuse royale et ma conseillère de confiance. » La nouvelle du succès de Nabula se répandit rapidement à travers Zuana. Les gens qui l'avaient autrefois ignorée parlaient maintenant d'elle avec admiration. Mais tandis que Nabula s'élevait en honneur, le foyer qu'elle avait quitté s'effondrait. La nouvelle épouse d'Omari, Salima, s'était avérée n'être en rien la femme parfaite que Madaki avait imaginée. Elle était égoïste, exigeante et infidèle. Elle ne se souciait nullement d'Omari, dépensant sa fortune sans compter. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles on l'avait vue en compagnie d'un autre homme. Omari, autrefois fier et confiant, marchait maintenant avec honte, réalisant trop tard qu'il avait commis une terrible erreur. Madaki, elle aussi, commença à sentir le poids de ses actions passées. Elle avait chassé Nabula, la croyant indigne de son fils. Mais maintenant, Nabula était honorée par le roi lui-même. Pendant ce temps, son propre foyer était rempli de disgrâces. La femme qu'elle avait choisie pour Omari n'avait apporté que la ruine. C'était une amère vérité, et ce n'était que le début de sa chute. Madaki avait toujours traversé le village avec fierté, la tête haute, se croyant au-dessus de tout le monde. Elle avait passé des années à contrôler sa maisonnée, s'assurant que tout soit fait à sa manière. Mais maintenant, les choses étaient différentes. Des chuchotements la suivaient partout où elle allait. Les gens ne s'inclinaient plus devant elle avec respect. Au lieu de cela, ils la regardaient avec mépris. La vérité sur sa cruauté s'était répandue au loin. Les villageois parlaient de la façon dont elle avait maltraité Nabula, comment elle lui avait brûlé les mains et l'avait jetée dehors comme si elle n'était rien. Et maintenant, cette même Nabula était de retour, non pas comme une femme brisée, mais comme la guérisseuse royale, honorée par le roi lui-même. Les habitants de Zuana n'oubliaient pas facilement. Ils avaient cru que Madaki était une femme forte et respectable, mais maintenant ils la voyaient pour ce qu'elle était vraiment, une belle-mère sans cœur qui avait détruit le bonheur de son propre fils par orgueil et égoïsme. Quant à Omari, il n'était plus l'homme fier et prospère qu'il avait été. Sa femme, Selima, avait dilapidé sa fortune, dépensant sans compter pour elle-même tout en ne lui accordant aucun amour ni respect. Elle ne s'était jamais occupée de lui comme Nabula l'avait fait. Et lorsque la fortune d'Omari commença à diminuer, Selima n'hésita pas à partir. Un matin, Omari se réveilla pour constater qu'elle était partie, emportant tout l'or et les objets de valeur de leur maison. Elle s'était enfuie avec un autre homme, laissant Omari seul face à la honte. Sans femme, sans argent et sans respect, Omari devint l'ombre de lui-même. Il ne pouvait plus traverser le village avec fierté. Au lieu de cela, il baissait la tête, évitant les regards des gens qui l'admiraient autrefois. Madaki, elle aussi, subit les conséquences de ses actes. Sans la richesse et la réputation d'Omari pour la protéger, elle se retrouva sans rien. Les gens qu'elle avait méprisés refusaient de l'aider. Personne ne l'invitait chez soi. Personne ne la saluait avec chaleur. Elle fut condamnée à errer dans les rues de Zuana, cherchant de la nourriture, espérant la pitié de ceux qu'elle avait autrefois maltraités. Ses beaux vêtements devinrent usés et sales. Ses bijoux autrefois magnifiques furent vendus, juste pour acheter quelques restes de nourriture. Les mêmes mains qui avaient puni Nabula étaient maintenant tendues de désespoir, mendiant la gentillesse des mêmes villageois qu'elle avait ignorés. Madaki avait passé des années à se croire au-dessus de tout le monde, mais maintenant elle était au plus bas. La femme qui avait régné sur sa maisonnée avec cruauté n'était plus qu'une mendiante, abandonnée et oubliée. Un après-midi, alors que Nabula traversait le marché animé, elle remarqua une femme frêle assise par terre, les mains tendues de désespoir. Le visage autrefois fier de la femme était maintenant mince et fatigué, ses vêtements en lambeaux et couverts de poussière. C'était Madaki. La puissante belle-mère qui avait régné sur elle avec cruauté mendiait maintenant de la nourriture, ignorée par les mêmes villageois qu'elle avait méprisés. Pendant un instant, Nabula resta immobile, observant. Le passé lui revint en mémoire, les insultes, le travail sans fin, la douleur du feu lui brûlant les mains. Elle avait toutes les raisons de s'en aller,
de laisser Madaki souffrir comme elle avait souffert. Mais Nabula n'était pas comme elle. La vengeance ne guérirait pas ses blessures. Au lieu de cela, elle vit une occasion de donner à Madaki une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle appela ses gardes et leur ordonna d'amener Madaki chez elle. Les villageois regardèrent, choqués, la guérisseuse royale accueillir la femme qui l'avait chassée. Madaki, elle aussi, était stupéfaite. Elle s'attendait à ce que Nabula l'ignore, peut-être même l'humilie en public. Mais au lieu de cela, on lui donna une petite hutte près de la demeure de Nabula. Madaki ne fut pas traitée comme une invitée, on ne lui offrit ni luxe ni confort. Au lieu de cela, on lui donna du travail, des tâches simples mais humbles. Elle balayait les cours, allait chercher de l'eau et préparait des herbes sous la direction de Nabula. Chaque jour, elle regardait des gens de Tuzuana venir chercher la sagesse et la guérison de Nabula. Elle voyait le respect dans leurs yeux, l'admiration qu'ils avaient pour la femme qu'elle avait qualifiée d'inutile. Pour la première fois de sa vie, Madaki ressentit une véritable honte. Elle avait chassé Nabula, la croyant indigne. Pourtant, la voici, occupant une position d'honneur, tandis qu'elle, Madaki, vivait dans la disgrâce. C'était une amère leçon, mais une à laquelle elle ne pouvait échapper. Pendant ce temps, Omari, maintenant un homme brisé, rassembla enfin le courage d'affronter Nabula. Il vint à elle, sa posture autrefois forte maintenant courbée de regret. Sa voix était basse et remplie de chagrin alors qu'il parlait. « Nabula, j'étais aveugle. J'ai laissé la haine de ma mère empoisonner mon cœur. Je t'ai tourné le dos quand tu avais le plus besoin de moi. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande. » Nabula le regarda, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui l'avait si facilement trahi. Elle ne ressentit ni colère, ni tristesse, seulement une profonde compréhension que le passé ne pouvait être changé. Elle lui adressa un petit sourire entendu et dit, « J'ai déjà tourné la page, Omari. J'espère que tu trouveras la paix. » Sur ces mots, elle se retourna et s'éloigna, laissant Omari faire face au poids de ses choix. Il avait perdu la meilleure chose de sa vie, et il n'y avait pas de retour en arrière. Nabula n'était plus la jeune fille sans défense qu'il avait abandonnée. Elle était devenue quelque chose de plus grand, forte, sage et intouchable. Au fil des ans, le nom de Nabula devint connu dans tous les coins de Zuana. Les gens parlaient de sa gentillesse, de sa sagesse et de son incroyable parcours d'une jeune femme brisée à une guérisseuse puissante et conseillère du roi. Elle n'était plus seulement une guérisseuse, elle était un symbole d'espoir et de justice. Les femmes qui avaient souffert en silence trouvaient maintenant le courage de se défendre parce qu'elles avaient Nabula pour les protéger. Elle créa des abris pour les épouses abandonnées et les belles-filles maltraitées, s'assurant qu'aucune femme à Zuana ne souffrirait comme elle l'avait fait. Les anciens du village sollicitaient souvent ses conseils, et même le roi lui-même respectait ses paroles. Quand elle traversait les rues, les gens inclinaient la tête avec admiration. Les mères la montraient à leurs filles, leur disant d'être fortes comme Nabula. Le foyer même qu'il avait rejeté l'accueillait maintenant comme sa véritable maîtresse. Madaki, maintenant vieille et faible, observait tout cela depuis la petite hutte que Nabula lui avait donnée. Elle voyait comment les gens aimaient la femme qu'elle avait qualifiée d'inutile. Elle avait essayé de détruire Nabula, la croyant indigne de son fils et de sa maison. Mais le destin lui avait prouvé le contraire. Ce n'était pas Nabula qui avait été chassée dans la disgrâce, c'était elle. Assise seule dans la cour, Madaki réfléchissait à ses erreurs passées. Elle avait été cruelle, aveuglée par l'orgueil. Et maintenant, il ne lui restait que des regrets. Le pouvoir qu'elle avait eu avait disparu, et la femme qu'elle avait haïe était maintenant plus grande qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Nabula ne traita jamais Madaki avec la même cruauté qu'elle avait subie. Elle lui donna de la nourriture, un abri et de la dignité, mais elle ne la laissa jamais oublier. Chaque jour, Madaki se réveillait dans une maison dirigée par la personne même qu'elle avait tenté de détruire. Et chaque jour, on lui rappelait la leçon finale, la bonté et la justice triompheront toujours de la haine. Madaki réalisa ses erreurs, mais il était trop tard pour les défaire. La femme qu'elle avait sous-estimée se tenait maintenant au-dessus d'elle, non par vengeance, mais parce qu'elle était devenue quelque chose que Madaki n'aurait jamais pu être, une véritable meneuse.